Bonjour à toi cher spectateur qui aime quand un personnage se retrouve paumé en plein milieu de la nuit et qu'une série de péripéties vont l'embarquer dans une aventure qu'il n'avait pas du tout prévue à la base. Et bienvenue donc dans une proposition assez étonnante au sein du cinéma francophone. Il s'agit de La Nuit se traîne de Michel Blanchard, qui raconte l'histoire de Madi, qui est un serrurier, qui travaille de nuit, qui a l'air d'avoir une vie assez monotone mais qui lui plaît, tout simplement. Et un soir, il est appelé par une jeune femme qui s'appelle Claire, qui lui demande de la rejoindre à son appartement parce qu'elle a perdu ses clés. Celle-ci lui demande d'ouvrir son appartement. Il sent un petit peu la douille, mais il se laisse aller. Et en lui ouvrant l'appart, il se rend compte que c'est pas chez elle, et qu'il vient de se lancer dans une sacrée galère. Et on va s'arrêter là pour que vous ayez un peu de surprise dans la suite du film. Et pour en parler avec moi, et ben je ne sais pas pourquoi mon cher Colin, mais je me suis dit, essayons. Je sais pas, t'as eu une illumination. Non mais je me suis dit, et pourquoi pas, et peut-être qu'on aura des choses à dire sur ce film ensemble. Donc voilà, voici ta présence. Comment vas-tu? Ça va bien, mais si je suis là, c'est que j'ai des choses à dire. Bah oui, évidemment, évidemment. Ouais, donc, contexte, ça va être très simple, parce que honnêtement, j'ai entendu parler du film dernièrement, parce que de 1, j'avais vu l'affiche, de 2, j'ai vu le nom de l'acteur principal, qui était une de mes petites révélations du début d'année dernière, parce que c'était lui, l'acteur principal des Rascals. Donc à partir de là, j'avais très envie de voir ce qu'il allait donner dans la suite de sa carrière. Jonathan Feltre étant un jeune homme que je trouve particulièrement intéressant. Et au-delà de ça, bah, c'est un film d'action francophone. Et on n'en a pas beaucoup quand même. C'est vrai. On n'en a clairement pas beaucoup. Alors, en tout cas, plus beaucoup. Non, attends. On en a beaucoup, pas en salle. Sur les plateformes, c'est surprenant à quel point il y a une vraie production d'actionneurs francophones. C'est ça, entre Balles perdues, bon, Ouais. Dernièrement Cali, qui est pas Cali du tout. Et, peu importe la qualité, genre voilà. En fait, tous les trucs que EuropaCorp nous sortait, maintenant ils sont sur Netflix. Maintenant ils sont sur Netflix, sur Prime Ouais. Video ou sur toutes les autres plateformes. Donc c'est vrai qu'en salle, on en a plus tant que ça, malheureusement. Et en voir un débarquer comme ça, bah, ça attise la curiosité, on a envie de voir ce que ça peut donner, on est forcément intrigué en tant que spectateur. Et bah du coup, c'était intéressant de voir ce que ça pouvait donner son métrage. Et je vois pas forcément d'autres contextes à placer, mon cher Colin, donc je me tourne vers toi et je te demande qu'as-tu pensé de La Nuit se traîne. Écoute, moi je vais placer juste un petit contexte rapide. Personnellement, je n'avais pas du tout entendu parler du projet avant la semaine dernière en allant voir Alien Romulus où ils ont passé la bande-annonce de La Nuit se traîne. Et je m'étais dit, ah ouais, pourquoi pas, ça peut être un bon petit thriller sympa. Voilà. Donc tu me proposes de le voir, je le regarde, et c'était plutôt cool, plutôt intéressant. J'ai envie de voir ce que va faire le réal par la suite. J'ai envie de voir ce que vont faire toutes les personnes impliquées par la suite, en fait, parce que c'est clairement un film de gens qui en veulent, tu vois, que ce soit les acteurs, enfin, sauf des acteurs un peu plus expérimentés, hein, mais on va dire les acteurs principaux ou le réalisateur. C'est un film qui est pas parfait, qui a quelques défauts de premier film, auxquels je reprocherais principalement le fait que le script est à mon sens un peu faiblard. Mais il y a une vraie patte de réal, qui va peut-être pas jusqu'au bout sur certains points, mais qui va assez loin sur d'autres. Et c'est plutôt une bonne surprise, je trouve, de cet été cinéma qui est assez radin, je trouve, en film d'action, mine de rien. Punaise, ouais, on en a pas eu beaucoup. Hein. Même des Américains, on en a pas eu tant que ça à se mettre sous la dent. Ouais. Un vrai film d'action pur et dur. On n'a pas eu un petit Fast and Furious en fait Non, cette année, non. donc du coup. Et celui-là, je pense que c'est un de ceux que faudrait retenir de cette année. J'aurais même tendance à dire que ça vaut le coup d'aller l'encourager en salle. Parce que, ouais, en fait, on a toujours ce savoir-faire, j'allais dire en France, non. On a toujours ce savoir-faire en Europe, en tout cas, on va dire, de faire du film de divertissement qui marche bien. Donc, ouais, voilà, c'est cool. Non, bah, je vais complètement te soutenir là-dessus. J'ai passé vraiment un super bon moment devant La Nuit se traîne. Je trouve qu'il y a un vrai dynamisme, une vraie ambiance, une vraie énergie. Et il y a des maladresses, ça c'est indéniable, mais comme tu l'as si bien dit, c'est un premier long métrage. Donc à partir de ce moment-là, il y a des trucs où on voit que c'est des défauts, mais on se dit potentiellement, bah, c'est des petites maladresses, mais qui peuvent être rattrapées par la suite. Moi j'ai vraiment eu une vibe de la fin des années 2000, début des années 2010 en Ouais. France, où on avait vraiment toute une vague de cinéastes qui se proposaient en fait de faire évoluer un petit peu le cinéma d'action et lui donner une identité française ou en tout cas francophone. Je pense à Jean-François Richer, je pense aussi à Fred Cavaillé qui pour moi a la carrière la plus triste du monde puisqu'aujourd'hui il fait La Chèvre. Attends, c'est... Non, je confonds ça. Florent Emile-Siri qui est revenu. Il y a Florent Emile Elias, Siri là. qui est revenu il y a pas longtemps bah, avec Cali justement, le fameux Cali qui était... Non, attends. Si, non. C'est qui Elias? C'est pas Florent Emile-Siri? Ah si, alors attends, je confonds, c'en est un autre.
Ah oui, non mais oui, mais je les confonds tous. C'est Julien Seri. Oui. Tu vois une lettre. Une lettre. Et oui, entre Julien Seri, Laurent Emilio Siri, Jean-François Richer et Fred Cavaillé, c'est vrai que pour le coup, Jean-François Richer et Florian Emilio Siri et Julien Seri, c'est les 3 seuls qui ont décidé de rester dans le cinéma d'action. Et Fred Cavaillé, qui était le plus prometteur, a vraiment viré dans la comédie, mais vraiment pur et dur, avec Le Radin, des trucs comme ça, avec Danny Boone, enfin une catastrophe. Et du coup, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que Michel Blanchard, il prend vraiment cette petite casse qu'avait laissé Fred Cavaillé, et il se dit, vas-y, je vais faire un vrai film d'action, un rush d'action, qui va pas durer très longtemps, on est sur 1h30, 1h35 de film, et on va pas perdre le rythme du début à la fin et on va créer de l'intensité. Et c'est ça que j'ai aimé vraiment pour le coup dans La Nuit se traîne. C'est que j'ai vraiment senti une espèce de sensation d'intensité et de tension qui ne perdait jamais de vue le fait que le spectateur il doit réellement être investi dans cette aventure et que même si on va avoir certaines ficelles un petit peu trop ressortir dans l'écriture et qu'on va se dire bon là c'est un peu téléphoné qui se retrouve là comme par hasard tous les 3 ensemble à ce moment-là, bah tu te dis ça marche. Ça marche et on se laisse embarquer et les petites révélations qu'il y a elles suffisent à maintenir de l'attention et le fait que ce héros soit vraiment un héros malgré lui pour le coup à 200%, et bah ça fait tenir la dramaturgie et tu te laisses avoir quoi. Il y a une vraie qualité de rythme et d'interprétation slash d'écriture sur ce personnage principal là. Clairement. Qui porte tout le film, clairement. Et en plus, alors à quelques exceptions près, on dévie quasiment jamais de son point de vue et ça aide c'est vraiment ça la glu qui tient le film en fait. C'est que t'as le point de vue de ce mec qui va passer une nuit de merde et à partir de là toutes les péripéties vont s'enchaîner et tout. Voilà. Complètement, complètement. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Donc scénario écrit par Michel Blanchard, donc à la base qui a eu la collaboration donc de Gilles Marchand. Gilles Marchand, je sais pas trop si vous voyez, mais dites-vous que c'est un grand collaborateur de Dominique Moll. Donc c'est un mec qui s'y connaît en tension et en thriller. Monsieur césarisé pour la nuit du 12. Exactement, en plus, donc ça aide un petit peu. Dans la globalité, en fait, l'écriture, elle vaut le coup d'œil pour cette sensation que on ne veut jamais perdre de vue une mise en tension complète et une immersion du spectateur. Parce qu'après, on va s'attarder dessus, mais il y a quelques petites maladresses de composition. Moi, je trouve notamment qu'il y a cette sensation que par moments, il y a des gros raccourcis qui sont un petit peu faciles à voir, genre vraiment des conversations qui sont amenées vraiment pour dire au spectateur, regarde, il se passe ça, il faut faire avancer le scénar. Mais dans l'ensemble, je trouve que déjà Maddy, tu l'as dit, mais c'est un personnage qui est vraiment intéressant en termes d'écriture parce qu'on est vraiment sur le mec paumé au milieu de l'aventure qui se retrouve quand même à devoir devenir un héros parce que bah, il n'a pas le choix, parce que s'il ne devient pas un héros, il meurt. Et c'est vrai que pour le coup, toi tu m'évoquais comme référence qui t'est venue en tête, Collatéral du coup. Ouais, un peu, mais il y a un peu aussi ce côté-là où c'est un personnage noir en plus dans les deux cas, qui va se retrouver embarqué dans un truc pas possible alors qu'il fait juste son boulot de nuit et qui va essayer de se sortir d'un truc pas possible, qui va avoir une évolution de juste suivre les ordres à devenir un petit parcours héroïque. Je t'avais dit ça hors caméra, pour moi il s'inscrit dans un sous-genre très spécifique qui est le sous-genre du film de nuit de merde dans lequel tu mets Collateral, Night Run, Good Times, Uncut Gems, sûrement plein d'autres auxquels je pense pas. Vous voyez bien ce que c'est, voilà, hein, c'est un perso qui passe une vie de merde et la nuit dure et tu te dis à un moment ça va quand même s'arrêter et ça ne s'arrête pas. Oui voilà, c'est ce sous-genre où tu suis un mec à qui va arriver une merde au début de la nuit, qui va devoir la résoudre pendant toute la nuit, généralement une merde en rapport avec du crime. Et c'est un genre que j'aime bien et qui je pense est à l'avantage pour un film francophone de pas coûter méga cher, parce que du coup tu vas tourner ça principalement dans les rues. Et basta. La seule chose qui coûte cher, c'est de payer les gens de nuit. C'est ça. C'est tout. Mais et il s'inscrit de manière plutôt bien. Alors, je parle de sous-genre. J'ai pas une liste de codes incroyable avec ce sous-genre, à part que ça se passe sur une seule nuit. Mais pour moi, il continue un peu cette tradition du film de nuit de merde, en fait. Et il y a autre chose qui m'a plu dans l'écriture, c'est qu'il essaye de s'inscrire dans une tradition du thriller... pour moi, pas tant francophone, mais américain des 70s, où genre, même si c'est pas le sujet direct du film, il va y avoir une toile de fond politique et sociale, puisque, je peux le dire, c'est pas un... Ah bah non, mais là j'allais renquiller dessus, en plus sur le contexte politique. Hein. Sur le film se passe, j'ai un doute, dans ma tête c'était 2020. Je crois, ouais, 2020-2021, un truc comme ça. Le film se passe sur une nuit à Bruxelles, où il y a une manifestation en soutien à la mort de George Floyd en même temps.
Et même pas que de George Floyd aussi. Mais général, mais en fait, je crois qu'il a créé un contexte en fait où il y a carrément des jeunes qui ont été tués par la police quelques nuits auparavant et qui vont manifester justement pour ces gens. Il a créé un contexte un petit peu fictif, je crois quand même. Je suis pas sûr et certain, mais c'est possible que ce soit un truc qui soit vraiment arrivé en Belgique. C'est possible. J'ai un gros doute là-dessus, j'avoue qu'on n'a pas fait trop de recherches, mais je crois qu'en fait il y a un contexte politique qu'il a amené, qui est ancré dans la diégèse du film, avec des personnages qui soit sont vrais, soit ont été créés pour le contexte du film, mais en tout cas il a créé quelque chose qui permet d'avoir une ambiguïté, qui fait que du coup le contexte politique il est concret, il est clair, et la présence de Maddy va forcément amener de la rondeur, ou en tout cas de la perspective, puisque toute l'aventure qui va lui arriver va être remise en perspective par rapport à cette manif, et aussi par rapport à des manifestants qui à plusieurs reprises vont l'interpeller et vont se mettre en rapport avec lui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là où pour moi il s'inscrit vraiment dans cette tradition du thriller 70s des États-Unis, c'est que c'est pas le sujet du film. C'est-à-dire que c'est une toile de fond, ce qui arrive à Maddy va croiser ce contexte-là, mais c'est pas l'enjeu principal du film, même s'il y a des trucs... c'est pas pour dire que le film n'a pas de propos et s'en sert juste comme décorum. C'est juste que c'est une manière de traiter ça qu'on a peut-être un peu perdu, moins explicite, je dirais, où genre ça fait partie du contexte des personnages, mais c'est pas la seule chose qui va définir tout ce qui va se passer dans le film. Ça, c'est il essaye de s'inscrire dans cette tradition-là, que ça m'a plu, parce que c'est assez original dans le contexte actuel, je trouve, de traiter ça comme ça. Et pour moi, voilà, c'est ça, c'est deux grosses forces du film. C'est donc le choix du sous-genre, le personnage principal, du coup ça en fait 3, le personnage principal, et donc cette tradition un peu 70s de contexte politique qui ne va pas enfermer le récit. Non, clairement pas. Non, au contraire, ça va le consolider. Mais comme tu dis, en fait, c'est tout le principe de ce genre de film qu'on a tendance un petit peu à perdre. Et en un sens, Fred Cavaillé avait choisi dans ses films d'enlever le contexte politique. Ses films étaient toujours avant tout des espèces de gros rushs qui se basaient avant tout sur un high concept. Et ensuite, le contexte politique devenait plus un contexte social. Ça venait sur la condition des personnages. Et, je confonds peut-être, mais même chez Fred Cavaillé, alors c'est quand même beaucoup plus pour elle, discret. à bout portant, mais à culpa. C'est à bout portant ou pour elle, avec le mec, sa femme est dans un lit d'hôpital? Pour elle. Non, c'est à bout portant. À bout portant, t'as quand même un petit peu un truc sur la précarité du système médical. Oui, c'est ça. Mais tu vois, t'as ça, mais c'est vraiment pour moi encore plus discret, c'est moins discret. Pour moi, c'est plus du social en fait que vraiment du contexte politique. Et je trouvais que c'était social et politique. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Or là, comme tu le dis, il y a vraiment cette filiation avec amenons un truc qui va amener une sorte de fil rouge à toute cette nuit qui va faire que même si tu te laisses embarquer dans l'aventure, tu reviendras toujours vers cet élément-là qui va servir de fil conducteur à cette nuit semble longue parce qu'il y a cette manifestation en plus derrière qui amène un poids et qui amène cette sensation de pesanteur qui accroche les personnages à ce contexte. Et je trouve que c'est bien fait parce que le fait que tu relis ça ensuite à un jeune héros qui se retrouve embarqué dans une aventure qu'il n'a pas voulu ou un trafiquant blanc lui impose de faire des tâches pour lui parce que sinon il va le buter à la fin de la nuit, alors qu'en face tu as cette histoire de flic et qu'en plus, on en parlera ensuite très vaguement dans la mise en scène, mais il y a des imageries aussi qui font écho à des violences policières ou à des choix de violence qui forcément rappellent des événements réellement vécus. Et ben il y a plein de moments où j'étais en train de me dire c'est peut-être pas très subtil, certes, mais au moins ça fait que le film, il a une ambiance, il a une candeur, il a une profondeur, il a une intensité, il a une justesse qui fait que tu te dis, il n'est pas novateur, mais il sort quand même un petit peu du lot. On y reviendra un peu sur la mise en scène. Je dirais que c'est pas subtil, mais que c'est élégant. C'est ça. Et ça a de la force d'impact sur ça, c'est ça qui m'impressionne. Et par contre, en termes d'écriture, on a dit il y a des défauts. Pour moi, c'est là où vont être les principaux défauts du film. Je trouve que le script est un peu faiblard, qu'au final, je dis il y a cette toile de fond, mais il y a plein de moments où on se dit, moi je me suis dit, j'aimerais que le film aille quand même un petit peu plus loin, mettre un petit peu plus, sans parler de mettre les pieds dans le plat, mais genre pousse un peu plus ces personnages dans leur retranchement. Que je revérifie, je crois que je m'étais noté des points de scénario particuliers. Oui, pour moi il y a pas mal de facilité, de petits moments où tu sens que le scénario il fait un petit peu, bon là c'est quand même pratique, on va raccorder ça comme ça. Ah, tu sais, des moments de dialogue ou des raccords avec des personnages qui filment des scènes aussi, enfin tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Je pense à plusieurs points où je me suis dit, sans spoiler, il y a un truc avec l'extincteur. Oui. Je me suis dit, bon, c'est quand même vachement pratique, quoi. Oui, c'est pratique. En plus... ça fait un bel effet de mise en scène, mais c'est pratique. Moi, enfin, je sais pas si t'as déjà porté un extincteur. Bon, honnêtement, s'il est plein, c'est difficile de lancer. Ouais. Peut-être que tu pousses à la salle, mais quand même. Il y a plusieurs trucs comme ça où tu te dis, bon, je suis pas sûr que les personnages puissent vraiment faire ça. Ouais.
Pour l'amour du rythme, c'est pas très gênant. Mais voilà, il y a quelques C'est petits ça. accrochages où tu sens que des fois le scénar se permet un peu de trucs parce que c'est plus simple. En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est je pense que tu viens de pointer du doigt quelque chose qui est intéressant pour moi, c'est que ça se voit en fait que Michel Blanchard, son objectif en tant qu'auteur, c'était avant tout de faire un gros rush d'action, et que Gilles Marchand, derrière, avec son expertise qui est beaucoup plus orientée sur la profondeur ou le côté politique ou la tension, a dû amener justement cette manifestation, a dû amener ce contexte qui fait que du coup, il y a une ambiguïté autour du héros, et là, du coup, ça a eu du relief. Mais c'est là, en fait, qu'on se rend compte que la plupart du temps, écrire un film seul, ça peut être une galère, et surtout, on peut s'enfermer en fait dans sa propre bulle et dans ses propres erreurs. Et le fait d'avoir quelqu'un qui vienne et qui dise si tu amènes ça, ça va faire que ton film il va sembler plus rond et du coup il va avoir plus de contexte et du coup il va avoir plus de forme malgré le fait que ça reste synthétique et parfois un petit peu facile, et ben au moins ça va lui amener de la profondeur. Et je pense que c'est là l'intérêt qu'ont ces auteurs de cinéma d'action, d'aller chercher des gars comme Gilles Marchand qui sont plus orientés vers le polar ou la tension, qui amènent du coup quelque chose, un petit élément, juste un petit facteur supplémentaire qui fait que tu te dis là le film il a un petit truc en plus. C'est là que c'est important de se rappeler que le cinéma c'est un art collectif et que des fois les collaborations ça fait que le film a deux gueules et c'est pas où se mettre. C'est ça. Mais des fois ça permet aussi que les deux approches vont s'enrichir l'une l'autre. Et ça devient complémentaire. Et ça devient complémentaire. J'ai oublié ce que tu veux dire. Oui, juste un petit point. Tu dis, tu parles d'auteur d'action pour Michel Blanchard. De ce que j'ai vu des quelques courts-métrages qu'il a fait, il essaye de faire du genre de manière générale. C'est-à-dire qu'il a fait un court-métrage des Mortellen, je crois, qui s'appelle, qui compte adapter en long-métrage, mais c'est un projet qui apparemment a du mal à avancer, qui est une espèce de comédie fantastique avec un mec dont l'ex revient à la vie. Ok. Donc visiblement c'est un mec qui a l'air de vouloir s'orienter vers du cinéma de genre. Il commence, parce qu'à mon avis c'est plus facile à financer, avec donc du thriller d'action. Bon voilà, c'est juste pour mettre cette petite précision. Je sais pas si Mac va continuer dans l'action par la suite de sa carrière. Faudra voir. Hein. En tout cas il a l'air de vouloir faire du cinéma de genre, ça c'est sûr et certain. En termes de mise en scène, donc comme tu viens de le dire, Michel Blanchard, donc c'est son premier long métrage, mais il a fait quelques courts avant, notamment un donc qui veut porter ensuite en long métrage, et donc ça sera à suivre. Ici en fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le film est bourré de bonnes petites idées de mise en scène. Il y a des moments où le film est beaucoup plus classique dans sa forme et on sent, mine de rien, que c'est un petit film. C'est pas une énorme grosse prod, même si c'est Gaumont qui sort le film, il y a clairement une intention de vouloir faire plutôt du cinéma, je dirais pas ultra indépendant, mais du cinéma qui sort un petit peu des gonds. En fait, j'ai pas vu, mais il me semble que les boîtes de prod, c'est des toutes petites boîtes de prod. Il y a beaucoup de petites boîtes de prod, hein, honnêtement. C'est Gaumont qui distribue le film, mais c'est presque surprenant que ce soit Gaumont qui distribue le film. Moi, je m'attendais presque que ce soit Metro ou Wild Bunch ou The Jokers. Donc c'est vrai que le fait que ce soit Gaumont, je me suis dit, quand même, c'est qu'ils doivent croire en le film, vu que c'est un gros distrib en France et qu'ils sont pas non plus accrochés au cinéma d'action. Enfin, je veux dire, dernièrement, ouais, les quelques films d'action qui sont sortis en salle chez nous, c'était plus Wild Bunch, Metro ou The Jokers, quoi, si j'ai bonne mémoire qui sortait ça. En tout cas, je trouve qu'il arrive déjà à un point très bien, et c'est pour ça que quand tu m'as dit que tu citais Collatéral, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper cohérent. Déjà, il filme super bien la vie. Vas-y. Moi, je trouve vraiment qu'il amène... déjà, ça se ressent par l'un des premiers plans du film où on voit le nom du film s'afficher, qui, je trouve, est très très classe, très cool, stylisé. Ça fonctionne super bien. Et au-delà de ça, je trouve qu'il arrive vraiment bien à jouer avec les rues de Bruxelles, à faire en sorte d'amener du contexte, à jouer sur quelques instants où la ville va vraiment prendre un côté tentaculaire. Et il y a une scène, en fait, où je me suis dit, il s'en sert super bien. C'est vers la fin. T'as un moment où t'as Maddy qui prend sa voiture, qui va à 200 à l'heure, et en fait, il fait juste des plans de rue. Ouais. Avec juste le bruit de la voiture en fond. Et je me suis dit, c'est une idée intéressante. Tu vois, sans forcément aller citer des grosses refs, ça m'a beaucoup fait penser à comment Don Siegel filmait San Francisco dans l'Inspecteur Harry. Où je me suis dit, il donne à la ville une place prépondérante et il arrive à faire en sorte qu'on s'inscrive dans un lieu et pas uniquement on suive des persos et on se demande où ils se trouvent. Et je trouvais que ça marchait bien. Alors, moi, de manière générale, c'est la plus grosse force du film pour moi, la mise en scène. J'en reviendrai sur la qualité après, mais juste pour moi, c'est un peu le petit truc que j'aurais à reprocher. Je trouve que, notamment avec ce premier plan qui se retourne sur la ville avec le titre qui s'affiche, c'est un peu une tradition de genre de film de beaucoup mettre en avant la ville. Je trouve qu'il sous-exploite un peu son décor, qu'au final, il visite pas... Enfin... Fait pas assez de plans en hélicoptère. Non, c'est pas une question de ça. Ça va être quelque chose de très difficile à expliquer. Pour prendre un exemple avec Collatéral, il va se permettre des petits moments suspendus, des petits lieux de San Francisco un peu bizarres. On va visiter autant les grandes tours que
des trucs un peu excentrés. Mhm. Là, je trouve que on est beaucoup dans le même type de rue. Ouais, ouais, C'est je vois quand ce que tu même veux dire. quelques lieux épars. Il y a quelques plans où ça marche, notamment pendant cette poursuite finale. Il y a une espèce de plan large sur une place qui est probablement une place connue à Bruxelles. Mais j'ai été une fois à Bruxelles il y a longtemps. Avec les voitures qui passent, ça marche bien. Tout ce qui se passe autour d'un certain lieu à la fin marche bien aussi. Je m'attendais à un peu plus. Par contre, il compense ça avec, là aussi, un truc qui est un peu une tradition de ce genre de film. Avec les habitants, où c'est tous des petits rôles. Oui. Même des gens qui ont que 2 répliques, ils ont une petite existence, ils ont un phrasé particulier, ils vont avoir une réplique qui fait que tu vas les retenir. Mais c'est vrai que ouais, le jeu autour du gars qui a sa petite épicerie, auquel Ouais. le personnage de Maddy va aller avant et après l'entrée dans l'appartement, les gens de la boîte de nuit aussi. Enfin, Voilà, vrai c'est ce que- que j'ai. Moi je pense à des trucs encore plus insignifiants que ça, juste les gens de la boîte de nuit. Ils sont vraiment là une scène, mais il se fait l'effort de leur donner un plan rapproché, de leur donner quelques petites répliques un peu marrantes pour que tu t'en souviennes. Et ça, je trouve que c'est chouette. Et en gros, pour moi, la grosse force de la mise en scène, il y a beaucoup de narration visuelle. Et ça marche vraiment bien. Comme on t'introduit le personnage de Maddy, ça passe que par le visuel. Quand il entre dans cet appartement où, en fait, c'est pas celui de la meuf, t'as plusieurs plans où tu comprends qui est le mec qui occupe cet appartement et t'es en mode oh putain, et ça te remet en tension tout de suite. Au niveau de il fait beaucoup d'efforts pour. Il compense en fait le script qui est quand même assez basique de base. Qui est quand même assez basique. Il compense ça en faisant passer le plus de choses possible par sa mise en scène. Mhm. Et moi, c'est un truc que personnellement j'adore et qui va donner beaucoup plus d'intérêt à ce récit qui est assez simple. De toute façon, c'est le problème qu'il y a avec beaucoup de films d'action. Et pour prendre un exemple récent, je te prends Elias quand même pour faire le raccord. Mais Elias, c'était un film qui parlait beaucoup. Et qui, à un moment, bavard, Elias, oui. se mettait à lâcher un gros P pendant les 30 dernières minutes du film et comprenait en fait que pourquoi je parle, faisons en sorte que le mec pète des gueules, point barre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que là, on a un mec qui se dit à quoi ça sert de parler lorsqu'il suffit juste dans le premier plan de créer une ambiguïté avec mon personnage. De faire un tout premier plan de film où on se dit il casse un appartement, il va rentrer dedans par infraction parce qu'il y a un chien qui gueule derrière, donc on se dit qu'il n'est pas supposé être là. En fait non, il est juste là pour ouvrir l'appartement et il y a les propriétaires qui sont derrière et tout va bien. De même avec le personnage de Romain Duris qui t'est introduit visuellement et genre tu comprends la dangerosité du mec uniquement par ses actions, pas par rapport à ce qu'il dit. C'est ça. Et même il y a un contraste avec comment il s'exprime. Ça c'est trop bien, c'est Ça super marche bien très joué, mais ça on aura l'occasion d'en parler ensuite avec le casting, mais ça c'est hyper bien foutu de ce point de vue là avec le travail autour de qu'est-ce qu'une posture et comment tu le filmes fait que tu t'imagines quelque chose alors que la manière avec laquelle l'acteur l'interprète derrière déconstruit un petit peu ça. Et alors, un autre truc que j'ai noté en termes de mise en scène, et là il y a même quelques petits trucs qui me paraissent assez ouf et qui ont dû être une chanlie à faire. Il y a un gros taf sur le plan long, où il y a plusieurs moments où il va te filmer des scènes de tension. J'ai pas envie de dire plan séquence parce que on s'imagine un truc particulier quand on dit plan séquence, mais où genre juste il va poser sa caméra à un endroit, ça va te filmer toute l'action, où il va suivre un seul truc pendant toute une séquence d'action, et il va pas lâcher ce truc là. Et là je pense à quand il essaye de s'enfuir au début, tu sais il rentre en gros, la caméra est là, sa voiture est là, dans la longueur, il rentre dans la voiture, la caméra reste sur le siège passager. Et en fait, on va voir ce qui se passe sur sa fenêtre pendant qu'il essaye de s'enfuir. Et ça va durer quoi 15-20 secondes. Ça marche super bien. Ouais, c'est hyper tendu. Il y a des plans comme ça. Et alors, sans dire exactement ce qui se passe, le putain de plan dans le métro. Non mais il est ouf. Il est ouf. Ça arrivait dans le film, j'étais. Quoi? Comment ils ont fait? Genre, il y a comment des ils ont vraies fait idées, il y a même pas des plans. techniquement, mais genre juste, pour un film à petit budget, il a fallu bloquer le métro, foutre la caméra d'une certaine. Enfin, sans dire exactement ce qui se passe. Putain, ce plan-là, pour une petite prod, la vache! Et en plus, la séquence est hyper tendue, ça marche hyper bien. Ah quoi, ouais, mais- non. Et il y a des plans de séquences en bagnole, de course-poursuite, où vraiment la caméra, elle arrive à récupérer le perso dans la voiture, s'éloigner, raccorder, aller plus loin. Enfin, comme tu dis, en fait, il y a des moments où on se dit, en termes d'action, on n'est pas sur une petite prod. On est vraiment sur un film qui a Ça du fait budget. pas cheap. Ouais, ça fait Ça pas fait cheap pas du cheap. tout. Ça fait pas cheap du tout. Et puis il y a ce jeu, tu vois, dès qu'on est en extérieur, on a vraiment cette sensation que toutes les lumières sont quasi naturelles, qu'il y a eu très peu de retravail d'éclairage ou de choses comme ça. Enfin, ça donne vraiment une crédibilité en fait. Et puis, je repense aussi à la scène de manif. La scène de manif, moi j'étais en train de me dire, C'est- oh la vache! D'un côté, c'est un peu court.
d'un autre côté, bon, ça avait pas besoin de l'être plus. Mais C'est genre, en ça. fait, c'est tellement bien que t'as envie qu'il fasse durer l'attention plus longtemps. Ouais, en c'est fait, ça. dans cette Mais scène. ça fonctionne super bien et tu te dis, mais ça a dû être pareil, une chienlit à faire et à réguler. Il y a beaucoup de figurants. Il y a et tout. beaucoup de figurants, c'est impressionnant. Et ça fait du bien, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'avec avec le Covid et tout ce qui s'est passé, on a tendance à voir de moins en moins de réalisateurs s'exposer avec cette idée de prendre plein de figurants et de créer des grandes scènes de masse où vraiment on va avoir cette sensation de noyade d'un personnage dans un lieu. Et là, ça faisait du bien parce que vraiment, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, la vache, j'ai l'impression que ça fait un moment que j'ai pas vu un cinéaste se prendre cette idée, quoi. Moi, je me suis toujours dit qu'un truc qu'on sous-exploitait en francophonie en général, en France en particulier, on est connu pour nos manifs, merde. Pourquoi on n'a pas de grosses scènes de tension ou d'action dans des manifs, des gros cortèges et tout? C'est évident, les gars, c'est hyper cinématographique. Et comme ça, je fais, ah, ça c'est bien. Ça fait du bien, merci les gars. Alors, moi, il y a un petit. Et au final, il se calme, mais il y a un petit truc qui m'a un peu fait peur au début. La première scène de baston dans l'appart. Il y a une bonne brutalité dans l'action. La choré est pas hyper élaborée, mais genre ça cogne bien, ça saigne un peu. Voilà. Il fait un peu, tu sais, des mouvements un peu numériques, un peu fluides. Tu vois ce que je veux dire? Il fait des petits à-coups. Voilà. Et j'étais, waouh, ça colle pas avec l'ambiance du film. Et au final, je sais pas si c'est juste qu'ils ont fini par me passer dessus ou si c'est juste qu'il en fait moins après, qu'il en fait au début. Je pense qu'il en fait beaucoup moins, mais c'est vrai qu'en fait. Pour l'effet de style, mais. Bah, ça fait très. Ça fait, pour le coup, ça m'a un peu sorti. C'est un peu très américain, américain artificiel, quoi, pour le coup. Mais il en abuse pas après, donc ça passe. Et je dis, il y a une bonne patate dans l'action qui marche bien. C'est beaucoup de scènes de course-poursuite, je sais pas bien, vous attendez pas à The Raid. Ah non, c'est pas des grosses bastons non-stop, hein. C'est vraiment, il y en a 3-4 dans le film, et le reste du temps, c'est surtout on court. Mais t'as pas besoin de plus en fait. Exactement, il n'y a pas besoin de plus. Je te propose qu'on passe au casting, mon cher. Le casting, donc il y a beaucoup de jeunes premiers qu'on découvre. Personnellement, moi je ne connaissais pas Natacha Krief. Je connaissais un peu Jonas Bloquet par contre. Natacha Krief, je suis persuadé de l'avoir vu quelque part. Impossible de mettre le doigt dessus. Alors moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Alba Gaia Belugi qu'on avait vu dans Irréprochable de Fabrice Wells. C'est possible, j'ai pas vu Irréprochable. Mais... Non, c'est pas Irréprochable. Non, pas Irréversible. Inexorable. Inexorable, merci mon cher. Donc ouais, non, pour le coup, Jonas Bloquet qu'on a déjà vu, qui a vraiment une bonne gueule, je trouve, et qui... J'ai noté sur Jonas Bloquet, ça me fait plaisir de le voir dans autre chose que La Nonne. Ah, j'avais pas fait le raccord. En fait, genre, j'étais putain, mais je connais ce mec, et je vais voir ça. qu'il a joué dans La Nonne. Ah putain, c'est le mec de La Nonne. Et en fait, moi je trouve qu'il avait une bonne vibe. Oui, c'est vrai qu'il avait une bonne vibe. Confession honteuse, moi j'ai un petit plaisir coupable sur les films La Nonne. Et je trouve que son perso, il a une bonne vibe, voilà, il a l'air sympa. Et cet acteur, il a l'air sympa. Oui. Là, il joue un perso qui est moins sympa. Oui, non, clairement. Mais qui marche super bien. Il est bien, et c'est un bon acteur, voilà, moi ça me fait plaisir de le voir de temps en temps. On peut citer Thomas Mustin qui joue donc Rémi, l'acolyte de Théo, le personnage joué par Jonas Bloquet. Sam Lovic qui joue Greg, qui est un acteur très très connu dans le cinéma belge et flamand. De manière générale, sur les persos secondaires, il s'est fait plaisir, il a pris des acteurs à gueule. Ouais, c'est ça. Enfin, Sam Lovic, il est grosses gueules cassées. Non, mais Sam Lovic, il a vraiment une bonne gueule de l'emploi. Des mecs qui ont une présence où tout de suite ils arrivent, t'es en mode ok, lui, je vais me souvenir de lui. Typiquement, c'est lui du coup le flic. Ouais, c'est lui. Il est là, 4 plans. Hein. Ah oui, on voit pas beaucoup. Mais il marque et il imprime une présence. Tout de suite, il te marque. Et en plus, tu comprends tout de suite un truc sur ce personnage. Donc, exactement. Ça marche bien. Romain Duris. Le mec le plus connu, donc c'est Romain Duris. Exactement. Alors, au début, j'ai eu un peu peur parce que j'étais en mode oula, Romain Duris, le mafieux charismatique et tout. Il a du charisme, Romain Duris. Mais j'avais peur qu'il en fasse trop. Ouais. Pour moi, il y a une scène où c'est pas lui qui en fait trop, c'est la mise en scène, c'est quand on essaye vraiment de l'iconiser avec son smoking blanc et tout. Là, j'étais en mode, tu vas peut-être un peu loin. Mais lui est très bien parce que il reste très sobre en fait. Il garde un ton très neutre, très très doux en fait. Oui, c'est la force tranquille. Ouais, il est très sympa tant qu'on l'emmerde pas. C'est très bien. Et Romain Duris le joue très très bien, et notamment au début avec cette scène avec le scotch. Il y a vraiment un côté, au début il est très patient, il est en mode bon m'a dit il faut que tu me dises ce qui s'est passé et tout, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait Il y a deux possibilités, soit on va ressortir d'ici et tu vas être mon ami, soit on va ressortir et tu ne vas pas passer la nuit. Non, c'est soit, maintenant que tu as vu mon visage, soit t'es un ami, soit t'es un problème. Oui, c'est ça. Voilà, mais le truc avec le scotch, il y a ce côté, au début il est très patient, très calme, et à un moment ce qu'il lui dit ça le saoule, du coup il fait juste un truc très calme, très calmement, et après il fait ok. Maintenant on arrête les conneries, mais moi je le dis plus vénère que lui il reste très patient. Et ça marche bien pour te marquer la menace de ce personnage là.
Et ouais, Romain Duris s'en sort très bien dans ce rôle-là. Mais j'ai l'impression que depuis quelques temps, Romain Duris, il est reparti dans du truc de genre et de divertissement. J'ai l'impression qu'il a fini sa partie auteur et qu'il a envie juste de maintenant s'amuser avec le cinoche. Ouais, quoi. il aime bien être un perso d'actionneur en fait, j'ai l'impression que une des grosses qualités des Trois Mousquetaires, c'était vraiment le casting qui s'éclatait, et lui s'éclatait beaucoup. Alors, bon, il en fait un peu des caisses. Moi je l'aime bien dans La Brume. Oui, non mais oui, bon, le film est ce qu'il est, mais... Voilà, et même dans Le Règne Animal, pour moi il avait une approche très, je vais pas dire hollywoodienne, mais... très je suis la tête d'affiche et du coup je fais la performance. Il aimait bien s'imprégner du perso. Mais ça m'étonnerait pas d'ici quelques années, il a envie de se faire un petit balle perdue spin-off ou un truc comme ça et qu'on le retrouve dans un film d'action dans ce genre-là. Juste par rapport à Animal, c'est des performances qui reposent beaucoup sur son charisme en fait. C'est ça que je veux dire. Et moi c'est une partie de sa carrière que j'aime plutôt bien parce que autant la partie comédie romantique, moi ça m'emmerdait. Enfin, pas en termes de film, juste j'aimais pas trop ses performances. Tu n'aimes pas l'arnaqueur? Parce que je veux dire, c'est qu'à la base, moi je trouvais que Romain Duris c'était un acteur qui me plaisait pas spécialement. Ouais. Depuis quelques années, moi j'aime plutôt bien le tour qu'a pris sa carrière. Et il faut parler de Jonathan Feltre, qui donc pour moi était une des grosses révélations de l'année dernière et je crois avait fini au César dans la catégorie meilleur espoir masculin. Ouais. Moi dans ma tête il pouvait repartir avec, mais je justifie complètement les prix qui ont été donnés. Je me demande si c'est pas un des frangins qui jouait soit dans Le Règne Animal, soit dans... Ah, j'ai un doute. Ouais. Non, parce que Le Règne Animal il s'est fait passer devant par Chien de la Casse. Je sais plus. C'est Raphaël Quenard. Le dernier. C'est Raphaël Quenard, bah oui, bien sûr. Meilleur espoir masculin, c'était Raphaël Quenard, bien évidemment. Mais donc là, Jonathan Feltre, je trouve qu'il délivre une bonne prestation, il est vraiment bon. Il arrive bien à jouer ce côté un peu candide du mec qui se retrouve plongé en plein milieu de l'action, qui au début arrive pas du tout à comprendre ce qui lui arrive, mais qui au fur et à mesure de la nuit va évoluer et va bien évoluer quand même. Il a une belle évolution. Ce personnage-là, il est attachant parce que c'est un bon gars, quoi. Ouais. Et, mais vraiment, c'est l'archétype du bon gars, quoi. Ouais, et Jonathan Feltre le fait vraiment très bien passer. Ce côté, il est paumé. Le mec, il essaye d'être sympa. Il y a une petite scène au début où Claire le dragouille un peu. Et genre, il la remet à sa place, mais très, très gentiment, très calmement. T'es en mode... Oh, il est sympa, tu vois. Là, tu te dis, c'est un bon gars, il a une meuf, il va pas déroger, même si l'autre lui fait un petit peu du grain, quoi. Ouais, et non, mais en fait, ça aurait pu être facile de faire un peu instructeur en mode je séduis toutes les femmes, et lui, il est en mode bon, ils ont pas envie. Pas envie. Je sais pas, pourquoi? Pas envie. C'est ça. Je sais pas votre réflexion sur les vaches. Non, mais du coup, ouais, non, honnêtement, moi je trouve que Jonathan Feltre, il arrive vraiment à bien s'accaparer le rôle principal, et pour autant, c'est très compliqué parce qu'il est jeune, il a une toute petite carrière pour le moment, et pour autant je trouve que c'est le deuxième film, du coup il a la tête d'affiche, et vraiment il s'en sort bien, je trouve. Parce qu'en même temps il a un charisme. Ah bah il a clairement du charisme cet acteur, et je pense qu'il ira très très loin, parce que entre Les Rascals et La Nuit se traîne, c'est deux rôles très différents, même s'il joue quand même un petit jeune premier, mais vraiment dans les deux cas je trouve qu'il dégage quelque chose, il est très attachant, on a envie de le suivre. Et ici, ça, pour moi, c'est une des grandes qualités du film. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la mise en scène. Jonathan Feltre et Romain Duris sont pour moi les deux piliers qui portent vraiment très très bien le film et qui font que t'as une accroche, t'as une peur, les deux se complètent et t'as envie de suivre l'histoire. Et du coup, ça fonctionne extrêmement bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de La Nuit se traîne, mon cher Colin? Bah, que en Belgique, en tout cas, ils savent toujours faire du film de divertissement solide, du bon thriller d'action. Comme moi j'aime bien en tout cas, que la mise en scène c'est pas forcément une question de moyens, c'est une question d'idées. C'est une question surtout d'idées, et que j'ai hâte de voir la suite de la carrière de Michel Blanchard, parce que on verra, peut-être que le mec a juste une patte de mise en scène, et on verra sur peut-être des films. J'ai l'impression que c'est pas un film très personnel. Je pense pas, je pense qu'il y a, que tu l'évoquais, il y a possiblement une idée de commande derrière, ou en tout cas d'envie de proposer quelque chose qui soit un peu plus radical pour peut-être derrière avoir plus de liberté et proposer quelque chose de différent. Voilà, mais c'est pas parce que le film ne vient pas de toi à la base que tu vas pas mettre ta patte et que tu vas pas t'impliquer dans le projet, et en l'occurrence il est quelque chose de vraiment plutôt bien, que voilà, c'est plutôt une bonne surprise. Ouais, je recommande, c'est cool, La Nuit se traîne. Bah, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment un film, bah, je pense foncièrement, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à balancer cette phrase de temps en temps, mais pour le coup, là, on peut vraiment dire que c'est intéressant de soutenir ce film, parce que c'est un cinéaste qui débute,
qui a envie de proposer quelque chose qui soit fun aux spectateurs, qui a un petit peu de réflexion, qui certes semble classique en termes de fond, mais qui a une forme vraiment qui dépote, qui est encore une fois porté en grande majorité par une jeune génération d'acteurs, certes aidés par Romain Duris et quelques autres acteurs derrière comme Sam Louvy qui sont bien ancrés dans la production du visuel franco-belge, mais vraiment pour le coup, tout le reste dégage une fraîcheur, une originalité et une spontanéité qui fait que tu as envie de porter ce genre de projet et d'inciter à voir La Nuit se traîne de Michel Blanchard. Vraiment, je pense que vous avez passé un bon moment et vous avez bien vous éclater devant. Et bah, comme l'a dit Colin au début, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de films d'action cet été, et qui plus est de films d'action francophones, on n'en a pas eu beaucoup cette année. Donc, soutenez ce genre de film. Et peut-être... Et en plus, pour moi, ça s'inscrit dans une espèce de renouvellement du film d'action en général, qui passe par des moyens budgets hors États-Unis, que ce soit Hong Kong, l'Inde c'est particulier, je ne le mettrai pas. Enfin les films anglais, anglais, etc. Où, voilà, on a un renouvellement où on reprend un petit peu un côté série B avec des budgets raisonnables, c'est ça, mais en mettant une patte de mise en scène peut-être un peu plus affirmée, en mettant un peu plus de patates quand même, avec une brutalité qui est pas numérique. Je dis ça parce que j'ai vu Deadpool il y a pas longtemps bon, c'est sympa le gore numérique, mais au bout d'un moment ça vaut pas une bonne droite des familles, quoi. Ah, ça c'est clair. Et ouais, pour moi, il y a vraiment un côté série B, je dis ça dans le sens le plus noble possible du terme. Ah oui, non, mais la série B reste quelque chose de très noble et bien faite, ça peut vraiment donner lieu à un très bon film, comme c'est le cas ici avec La Nuit se traîne. Et c'est un film qui pète pas plus haut que son cul. Exactement. Quand on réinvestit ce genre de film, des fois il y a un côté, je vais anoblir ce genre si vulgaire. Là, ça pète pas plus haut que son cul, ça se prend pas pour ce que c'est pas. C'est fun et divertissant. Et bah, sur ces belles paroles qu'on va se quitter, merci mon cher Colin. Mais de rien. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on se revoit, mais je pense qu'on se revoit très vite. Look back. C'est vrai, potentiellement on va se revoir très vite. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Ah, ça m'a presque essoufflé, dis donc, de parler de ce film. Ouh.